Bonjour à tous. Pour cette vidéo, je vous convie à un petit bilan de l'année qui vient de s'écouler. Elle n'est pas tout à fait terminée, mais bon, voilà. Là, j'ai du temps pour faire ça, donc je le fais. Pas un bilan personnel, hein, ça vous en fichez, mais un bilan des sujets qui nous intéressent, donc sim racing, sport mécanique et tech. Alors, on va commencer par le sim racing, parce que ça a été une année positive et tumultueuse. Positive parce que pour moi, clairement, Automobilista 2 arrête pas de s'améliorer, arrête pas de tenir ses promesses et devient la simulation de référence. Aussi parce que le terrain se dégage. iRacing progresse moins, avec un système qui lui est propre, qui fait que si vous ne faites pas de la compétition au plus haut niveau, c'est moins intéressant et puis ça coûte cher. rFactor, lui, il a les contre-coups des soucis de Motorsports Game, celui qui a racheté les petits génies qui ont racheté le studio qui faisait rFactor justement. Et comme rFactor, en tout cas pour moi, hein, je ne sais pas pour vous, mais est devenu injouable, tellement ça plante souvent, trop souvent, que je le laisse de côté et puis je me consacre principalement à Automobilista 2, qui clairement est de mieux en mieux, de plus en plus complet. Et en plus de ça, comme j'ai accès à la bêta, j'ai pu commencer à tester le circuit des 24 heures du Mans. Enfin, pour le moment, c'est la version moderne, c'est déjà pas mal. Il est magnifique. Je ne peux pas tellement vous en dire plus puisque j'ai pas le droit justement de montrer des images. Hein, c'est la bêta Not for Media. Donc je peux en parler, je peux rien montrer. Mais bon sang, pour le moment, c'est génial. C'est magnifique, c'est merveilleux. Enfin, il n'y a pas une différence immense par rapport à iRacing ou à rFactor, qui ont également des bonnes versions du circuit des 24 heures. Mais là, c'est à la sauce et dans l'ambiance d'Automobilista 2, avec les particularités d'Automobilista 2, que moi, personnellement, j'adore. Donc ça, c'est génial. Et heureusement que Reza est capable de tenir ses promesses, parce que pour les autres, c'est autre chose. Donc, pour parler à nouveau de Motorsports Game, ils nous ont prévu et promis un Le Mans Ultimate qui là devrait, si tout va bien, s'il n'y a pas de catastrophe entre temps, être disponible en février 2024. Espérons-le, croisons les doigts. On commence à voir des previews, des vidéos de gameplay. C'est joli, c'est soigné, c'est sans doute mieux que rFactor 2, mais vraiment là, il faut se garder d'avoir des attentes trop élevées, parce que si Forza Motorsports nous a appris quelque chose cette année, on va en parler, c'est justement de ne pas trop avoir d'attentes, parce que on est facilement déçu, ce qu'il faut bien sûr éviter. Donc on verra pour le Mans Ultimate, hein, on s'attend au pire et on espère le meilleur. On ne sait jamais, hein, ils peuvent toujours nous sortir un miracle, et ce sera un miracle, vu leur track record, à ces petits génies. Mais je dois avouer que j'y crois pas trop et que je préfère parier sur Automobilista 2, où là, en quelque sorte, je sais que les promesses sont tenues et que c'est du solide, que ça fonctionne bien, que c'est réaliste, immersif, etc., etc. Bon. Parlons de Forza, qui a été aussi une des grandes attentes de cette année et qui finalement nous a été délivrée début novembre. Bon, j'ai fait une longue vidéo dessus, ce que j'appelle un test modéré, et où je concluais que c'était un bon titre, avec des qualités, des défauts, que c'était pas un truc qui cassait la baraque et qui justifiait de se relever au milieu de la nuit pour y jouer.
mais que somme toute, en mode casual, bah, c'était pas mal, c'était bien. Alors, avec le recul, parce que c'est toujours avec du recul qu'on arrive à juger des choses, mon appréciation se modère de plus en plus. C'est-à-dire qu'il est difficile d'éviter de penser que finalement, bah c'est quand même un peu une déception. C'est une déception pour deux raisons. Bon, d'abord, c'est un titre triple A, c'est-à-dire un titre d'un grand éditeur, une franchise connue, avec une tradition, etc. etc. Donc quelque part, bah, on attendait que ça casse la baraque, justement, et clairement, c'est pas le cas. Deuxièmement, et c'est plus embêtant, c'est que malgré 3 mises à jour, on en est à 3, bah, moi je constate que le jeu plante toujours autant, et que du coup ça le rend inutilisable, d'abord pour des courses de longue durée, mais même tout court, c'est-à-dire que moi j'ai pratiquement pas de session sans implantage, donc ça réfrène quand même beaucoup. Il y a toujours l'aspect, je lance Forza plutôt que Automobilista 2 quand je suis pas prêt à m'investir de façon approfondie, quand je veux simplement m'amuser un peu. Mais si ça plante, clairement, dans ce cas-là, la mission n'est pas tenue. Ça ne marche pas. Bon, ceci dit, ça a quand même été une bonne année pour le sim racing parce que je trouve que les choses progressent, les choses avancent, c'est de mieux en mieux à tous les étages, les contenus sont formidables. Je pense par exemple au mode payant récent de l'Audi 90 GTO qui est absolument formidable. Je crois d'ailleurs que c'est le même studio qui avait fait la March F1 de 1970 sur Assetto Corsa qui était absolument merveilleuse. Donc il y a quand même des bons contenus qui commencent à arriver à la surface de plus en plus et ça c'est formidable. Pour finir sur ce chapitre Sim Racing, une petite recommandation. Un retour d'expérience, une fulgurance que j'ai eue récemment. Ce qu'il faut viser en matière de Sim Racing dans votre pratique personnelle, c'est un conseil que je vous donne là, cette fin d'année. C'est pas d'aller de plus en plus vite. Bon, bien sûr, on cherche à être performant, etc., etc. Mais de toute façon, c'est une course qui est vaine, sans jeu de mots, parce que vous allez toujours affronter des aliens qui sont ultra rapides. On se demande comment ils font, mais bon, c'est comme ça. Et ça, vous n'arriverez pas à les rattraper. Donc, d'être toujours plus rapide et d'être frustré parce que c'est difficile de grappiller les derniers dixièmes, c'est une impasse. Non, moi, ce que je crois, c'est que plutôt que d'être de plus en plus rapide, il faut être de plus en plus heureux, de plus en plus satisfait par sa pratique, la façon dont on la taille, dont on l'aménage, la façon dont on construit soi-même sa simulation idéale. Bon, j'ai fait plusieurs articles là-dessus et je vais continuer. C'est ça qui compte. Et c'est ça seulement. Voilà, pour le chapitre Sim Racing. Second sujet de ce bilan, les sports mécaniques. Et là aussi, ça a été une très belle année. On a été gâtés, en particulier du côté de la moto, avec un championnat MotoGP absolument formidable, palpitant de bout en bout, des images formidables, des pilotes qui laissent pantois, un dénouement heureux et logique. C'est-à-dire que c'est le plus intelligent qui a gagné, quoi, point. Et ça, ça j'avoue, j'aime bien. Parce que l'autre qui se croit surdoué, il a fait toutes les conneries possibles pour justement pas être titré. Et c'est moral, c'est bien. Donc le MotoGP, toujours un spectacle formidable. Par contre, je trouve que l'évolution est un peu inquiétante. Hein. Ça commence à ressembler un peu à la F1. Il y a beaucoup trop de grands prix. C'est un calendrier qui devient délirant. Et puis je dirais même qu'il y a beaucoup trop de courses, quoi. Rajouter le sprint du samedi,
Je suis pas encore sûr que ce soit une bonne chose. En tout cas, ça rajoute de la fatigue, de l'effort pour toutes les équipes, pas seulement les pilotes. Et puis au niveau des pilotes, justement, on voit qu'il n'y a jamais eu autant de chutes. Évidemment, il y a plus de courses aussi, hein. Mais il n'y a jamais eu autant de blessés également. On n'a pas eu une seule course où l'effectif au complet était présent sur la grille. Il y a eu des blessés et des remplaçants toute l'année, toute la saison. Et ça, c'est un peu embêtant quand même. Bon, mais en tout cas, le MotoGP, ça reste un spectacle extraordinaire. Pour les amateurs de F1 qui n'ont jamais vu un dépassement, bon évidemment j'exagère, eh bien allez voir sur le MotoGP et là vous allez être bluffé. Il y a plus de dépassements en un Grand Prix que dans toute la saison de MotoGP, de toute la saison de F1. Et là par contre, hein, j'exagère pas, hélas. La F1 on va pas en parler parce que ça mérite pas. J'ai quand même bien rigolé en voyant ce qui s'est passé au Grand Prix de Las Vegas. De toute façon, c'est ça, hein, même sans Bernie Ecclestone, la F1 ne peut pas résister à l'appel des dollars, surtout que maintenant les propriétaires sont américains. Donc on a un Grand Prix à Miami, on a un Grand Prix à Vegas, sur des tracés qui n'ont aucun intérêt, dans un environnement qui est ridicule. C'est-à-dire il n'y a pas que les Grands Prix arabes qui sont ridicules, les Grands Prix américains aussi. Bravo, vous avez rejoint un club très sélect, les gars. Super. Bon, la F1, donc, on n'en parle pas. Le WEC, c'est-à-dire le championnat d'endurance, le championnat lui-même a été relativement moyen, parce que, faut bien le dire, ultra dominé par Toyota. Et bien aidé à certains moments par les incohérences de la balance of performance, sauf au moment où là, ils se sont fait sabrer et la victoire a été offerte, entre guillemets, hein, parce qu'il faut quand même aller la chercher, à Ferrari, ce qui a ravi tout le monde, surtout les Italiens, mais pas seulement. Je pense que tout le monde était content de voir un succès pour ces très beaux prototypes. Il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit un bon championnat, mais c'est très difficile d'équilibrer les forces quand on a des vrais constructeurs qui ont beaucoup investi en face de soi. On peut essayer d'être optimiste pour 2024, mais ça m'étonnerait que ce soit tellement mieux qu'en 2023, où franchement, c'était déjà pas mal. Voilà pour les sports mécaniques. Mais on remarquera au passage que l'endurance et surtout le Mans est à la mode, un peu comme dans le sim racing d'ailleurs, mais tout simplement parce que à côté de ça, la F1 et les autres championnats plafonnent ou déclinent. Donc, par le biais des vases communicants, c'est l'endurance qu'on profite, qui propose quand même un très beau spectacle dont on est les premiers à bénéficier. Dernier sujet de notre vidéo bilan de l'année, la tech. Bon, soyons clairs, l'année tech a été dominée par l'IA. Depuis que OpenAI a mis en ligne ChatGPT et que les gens ont pu l'essayer, on est reparti dans un nouveau cycle d'hystérie, d'hypnotisme, une bulle de plus, une bulle de l'IA. Alors d'ailleurs, j'ai fait une prévision il y a déjà quelques mois et je la renouvelle. Je pense que la bulle de l'IA éclatera au printemps prochain, au printemps 2024. Et là, on verra que toutes les startups qui sont spécialisées là-dedans, il y en a un paquet qui vont tomber. De la même façon qu'aujourd'hui, on a les licornes qui échouent faute de financement. Parce que, en fait, depuis 5 ans, 5-6 ans, la tech est une succession de bulles. À chaque fois avec des prémices exagérées et une conclusion inévitable. Hein. On sait comment les bulles se finissent. Mais les choses se sont aggravées depuis la dernière vague de la crypto, qui a fini comme on sait, même si certains pensent qu'on est reparti pour un tour avec la valorisation actuelle du Bitcoin, mais ça, ce serait un sujet à discuter. Moi, je préférais que ces gens-là, ils lisent le livre Number Go Up sur la montée et la chute de SBF et de la vague crypto. Excellente lecture.
qui permet de dissiper les dernières illusions que vous pouviez avoir sur le sujet. Bon, j'en avais pas, mais c'est très roboratif. Alors l'auteur n'arrête pas de dire qu'il s'attendait à rien de bien, mais qu'il a été surpris du niveau. C'est-à-dire c'est encore pire que ce qu'il pouvait imaginer. Bon, revenons à la bulle actuelle, avec comme acteur principal le terrible Sam Altman. Alors bon, je déteste ce gars, hein, ça c'est clair. Je déteste Sam Altman. À mon avis, il est bien pire que SBF et il fera encore bien plus de dégâts. Puis on en a eu une démonstration récemment avec le psychodrame de je me fais virer d'OpenAI. Ah, finalement, je vais chez Microsoft. Quelle surprise. Et ah bah tiens, je peux revenir à OpenAI. Enfin, la tech, avant, c'était un bon sujet. Maintenant, ça devient comme les news people, quoi. Ça devient de plus en plus ridicule. Je crache pas dans la soupe, hein, mais je peux pas m'empêcher de constater qu'on est dans un contexte de plus en plus hystérique. Je suis pas le seul à le dire d'ailleurs. Récemment, Hubert Védrine, un ancien ministre des Affaires étrangères, qui a donné une interview, je sais plus dans quel média, ça a peu d'importance, qui parlait de l'hystérisation de la société. Il parlait de la société française, bien évidemment. En fait, ça concerne un peu toutes les sociétés occidentales. Il disait, on est le seul pays au monde qui a 5 chaînes. je dis 5 et je montre 4. Bravo, tu sais compter. Là, on l'avait en direct. Bref, 5 chaînes d'information en direct, et par rapport au volume de notre population, c'est un rapport unique au monde. Et il dit, ces 5 chaînes d'information en direct, elles sont obligées de générer... je sais plus, 200 heures, oui, 200 heures de débat par semaine. Donc, parler pour ne rien dire, clairement. Hein. Surtout quand on a vu le monceau de conneries qui a été dit depuis le début de la guerre en Ukraine. J'aimerais bien pouvoir les aligner, là, tous les spécialistes des plateaux, et leur montrer de la situation actuelle, leur dire, bon, comment vous expliquez ça, là quand vous avez dit que c'était sûr que l'Ukraine allait gagner, là, quand on voit la situation. Bon, je dérape. On n'est plus dans le sujet de la tech, mais le sujet de la tech a été assez déprimant cette année. Pour tous les abrutis qui disent « ouais, ça y est, l'IA va atteindre le niveau d'intelligence générale », ça aussi, c'est assez déprimant. Comme déjà, on ne sait pas définir précisément ce qu'est l'intelligence, comment elle s'exprime, comment elle se mesure. Il est déjà difficile de dire comment on pourrait l'imiter. On en est encore très loin du niveau d'intelligence générale, encore plus loin de la singularité. C'est pas pour tout de suite. Là, on est simplement dans une bulle qui profite à quelques petits malins et qui va se terminer comme les autres. Le problème de la tech, d'une façon générale, c'est un problème de croissance. C'est un secteur qui était habitué, dopé, au taux de croissance important, et depuis 2020, la croissance a disparu. Alors évidemment, c'est la panique pour les professionnels du secteur. C'est pour ça qu'ils lancent n'importe quel mode qui peut, même provisoirement, relancer un peu ou faire illusion vis-à-vis de la croissance. C'est tout. Ça s'explique comme ça. Voilà. J'aurais préféré terminer sur une note plus positive, mais ça ne m'empêche pas de vous souhaiter une bonne nouvelle année avec le sourire. Voilà. À bientôt. Dans une prochaine vidéo, un post sur mon blog, je m'occuperai de faire une réfutation du manifeste techno-optimiste que vient de publier Marc Andreessen, pas Paul, Marc Andreessen, mon ennemi préféré. Voilà, à bientôt.